Bonjour, bienvenue à l'Atelier du Meeple, mon nom est Martin et aujourd'hui, on fait quelque chose qu'on ne fait pas souvent à l'Atelier du Meeple. On fait un top 10, ça arrive quelques fois par année. On s'en vante pas souvent, mais c'est toujours le fun, rendu à ce temps-ci de l'année, de regarder quels ont été les jeux qu'on a le plus appréciés durant l'année qui vient de passer. Alors, je vous présente aujourd'hui mon top 10 des jeux que j'ai appréciés, puis c'est essentiellement des nouveaux jeux que j'ai testés, et c'est des jeux que j'ai testés... des jeux qui sont des sorties de 2022 ou qu'on a joué juste en 2022 pour plein de raisons. Je vous expliquerai que mon numéro 11, oui, c'est un top 10, on commence avec le 11, c'est traditionnel. Il y en a dans plein de top 10, puis je me suis dit, vous allez comprendre pourquoi il y a un numéro 11 dans celui-là. J'ai essayé de le diversifier un peu. Je suis surtout un Eurogamer, j'aime beaucoup les jeux à l'allemande et je joue pas beaucoup de jeux où on lance des dés, où il y a beaucoup de hasard. Que voulez-vous? C'est ma collection qui est comme ça, puis c'est mes préférences de jeu à moi. Alors, j'espère que vous allez vous y retrouver et que vous allez apprécier. Vous allez vous rendre compte aussi, si vous suivez la chaîne et si vous suivez l'Atelier du Meeple sur Facebook aussi, je suis aussi blogueur chez Geekbécois. Alors, je reçois des jeux pour les tester puis en faire une critique. Alors, c'est pas le cas de tous les jeux qui sont là, mais il y en a certains, si vous allez voir sur Geekbécois, vous allez voir des critiques que j'ai faites. Alors, chez Geekbécois, on n'est jamais obligé de faire une bonne critique parce qu'on nous a fourni un jeu. On nous demande toujours d'être le plus sincère possible, c'est ce que j'essaie de faire. Ceux qui me connaissent savent que j'aime pas tous les jeux, alors c'est normal que tout le monde n'aime pas tous les jeux déjà. Et c'est normal qu'on donne son opinion éclairée, on pense, de ce qu'on pense là-dessus, puis pourquoi on pense que c'est pour nous, c'est pas un bon jeu, parce que c'est pas parce que c'est un bon jeu pour moi que c'est effectivement un bon jeu pour vous. Mais si vous vous retrouvez dans mes choix, puis dans ce que je présente sur la chaîne, peut-être que vous serez intéressé par les jeux suivants. Au numéro 11, ben oui, pourquoi une exception pour le numéro 11? Mon numéro 11, c'est Ark Nova, qui est pas loin ici. Pourquoi Ark Nova? Parce que Ark Nova, nous ici au Canada, on n'y a pas joué très tôt. Il est arrivé très tard sur le marché canadien. Alors c'est un jeu de 2021, mais nous, si je me souviens bien, on n'a pas joué avant avril. On n'a pas reçu de copie au Québec, en tout cas, avant le mois d'avril, si c'est pas mai. Alors, ça a été vraiment très tard. Donc, nous, on n'y a jamais joué en 2021, ce jeu-là. Alors, il doit être sorti en 2021. On n'a pas joué à ça en 2021, on a joué à ça en 2022. Et je voulais le mentionner parce que c'est quand même un des meilleurs jeux de l'année, là. Puis, s'il était écrit 2022, il serait plus haut dans la sélection, c'est certain. Alors, mais j'y suis allé vraiment avec les jeux sortis en 2022. Fait que c'est une mention spéciale pour le numéro 11. C'est vraiment... une mention plus qu'honorable parce que c'est un jeu où les deux pistes se croisent, où vous avez de la collection de sets de cartes qui est très, très, très difficile à faire, mais il y a des beaux combos, des belles synergies. Alors, c'est un jeu qui mérite d'être sur cette liste-là, mais malheureusement, nous, croyez-vous, et c'est un jeu de l'année d'avant, c'est surtout un jeu que nous, on n'a pas joué ici très tôt. Alors, je suis très content quand même qu'on puisse... je voulais le mettre sur la liste de toute façon. Alors, je me suis dit, tiens, numéro 11, une mention honorable avant de commencer pour vrai. Alors là, on commence avec le numéro 10. Au numéro 10, j'ai mis un jeu accessible, un jeu qui est pour toute la famille, un jeu qui s'est beaucoup vendu sur son facteur cute. Et c'est Flamecraft. Flamecraft, c'est un petit jeu très, très, très joli. Même si vous avez la version de base avec les tokens en carton puis juste les petits meeples en bois, c'est quand même un très beau jeu. Le dessin est magnifique. Et c'est surtout que c'est un jeu qui il donne quand même un petit peu plus... pas de fil à retordre, mais il donne un petit peu plus que ce qu'on pense que ce jeu-là va nous donner en frais de défi. Alors, il y a des façons de contourner les règles qui sont intéressantes, d'optimiser le jeu, c'est toujours bien intéressant. Alors, mais c'est un jeu excellent pour des nouveaux gamers. Alors, vous avez des gens autour de vous qui veulent essayer les nouveaux jeux de société, puis vous ne voulez pas les décourager tout de suite. Bien, Flamecraft, c'est un excellent jeu, tout comme Creature Comforts que j'ai ici, qui pourrait aussi faire partie de cette catégorie-là. C'est le même genre de jeu. Lui, il y a un peu plus de push your luck dans Creature Comforts. Mais, alors, je ne savais pas trop lequel des deux mettre au numéro 10. J'ai choisi Flamecraft vraiment parce que c'est vraiment très cute. Mais l'autre aussi aurait pu faire un excellent jeu qui est sorti cette année. Mais c'est vraiment un jeu beaucoup plus grand public. Alors, c'est vraiment un jeu pour les gens qui vont venir chez vous.
qui vont se dire « T'as-tu un jeu à nous montrer? » Commencez pas avec Agricola, vous allez leur faire peur. Okay? Commencez avec quelque chose comme ça, puis s'ils aiment ça, vous augmenterez la difficulté. Alors, c'était le numéro 10, Flamecraft. Au numéro 9, un tout petit jeu qui s'appelle Marvel Remix. Marvel Remix, qu'est-ce que c'est? Marvel Remix, c'est essentiellement Fantasy Realm à la sauce Marvel. Pour l'avoir testé, j'ai Fantasy Realm depuis longtemps. J'ai pas la chance de le sortir souvent parce que les gens ils trouvent que le artwork est ordinaire. La nouvelle version est encore plus belle. Alors, si vous voulez acheter la nouvelle version, les dessins sont plus jolis. Elle vient avec l'extension, c'est encore intéressant. Mais sinon, les fans de Marvel vont s'y retrouver avec Marvel Remix. Marvel Remix, c'est facile à sortir. Ça prend 5 minutes à expliquer. On fait une partie en 10 minutes. Puis les gens en redemandent la plupart du temps. Alors, je sais que c'est l'essence d'un bon jeu, c'est que les gens veulent rejouer. Alors, je pense que vraiment, cette année, il était sorti Star Trek Missions dans le même, dans la même mécanique que Fantasy Realms, mais encore meilleur que Star Trek Missions, même si lui, il y a d'autres tweaks, d'autres difficultés qui le rendent très intéressant. Pour un jeu grand public, puis pour un jeu facile à sortir avec plein de gens, vraiment, Marvel Remix, c'est peut-être le meilleur de ce que peut offrir Fantasy Realm pour le moment. Au numéro 8, j'ai choisi Acropolis. Acropolis, c'est un excellent jeu de tuiles. C'est un jeu qui a pris la relève, si vous voulez. Il y a eu Calico, après ça Cascadia. Il y a beaucoup de jeux de tuiles qui sortent dans une année, mais il y en a toujours quelques-uns qui se démarquent davantage. Et Acropolis, c'est vraiment un excellent jeu. Vous avez des tuiles qui sont d'une forme c'est des tuiles qui sont faites comme s'il y avait 3 hexagones dessus. Alors, ça fait un placement un peu étrange. Vous pouvez non seulement étendre votre ville, mais la construire en hauteur en mettant des tuiles par-dessus d'autres tuiles. Vous devrez sacrifier des choses peut-être en les recouvrant, mais pour augmenter vos points d'une façon différente, ça peut être très payant de placer vos tuiles en hauteur. Acropolis, bon, est-ce qu'il y a vraiment beaucoup de thématiques dans ce jeu-là? Non, c'est assez mécanique, mais il est assez joli puis assez facile à expliquer pour en faire un filler plus. Alors, vous avez des amis qui n'ont pas fini la grande game d'un Lacerda, là, puis ils en ont encore pour une demi-heure à compter les points, à ranger tout ça. Vous avez le temps de jouer une game d'Acropolis. C'est parfait. Vous les attendez, vous jouez à ça, puis après ça, vous redivisez les équipes, puis vous jouez à autre chose. Alors, c'est vraiment comme un filler qui offre plus, ou ça peut être un très bon jeu pour des gens qui veulent être initiés au jeu de tuiles aussi. Acropolis, c'est très, très bien fait. Et non seulement c'est bien fait, mais les mécaniques, le pourquoi tel genre de tuiles mettons, les tuiles militaires veulent être en périphérie de la ville pour faire des points. Du moment qu'elles sont entourées par d'autres quartiers, c'est comme si le militaire ne servait plus à rien. Il y a une logique à ça. Les tuiles marchandes veulent être éloignées les unes des autres. Évidemment, les marchands n'ont aucun intérêt à tout être regroupés un à côté de l'autre. Si vous avez trouvé ce que vous cherchez dans leur étal, bien, vous n'allez pas plus loin. C'est parfait pour eux. Alors, il y a toutes sortes de petits tweaks comme ça dans Acropolis sur l'explication de pourquoi on place les tuiles de telle façon, qui est à la fois très logique et très intuitive, facile à apprendre. Fait que je vous recommande beaucoup au numéro 8, c'est ça, Acropolis. Alors, pour les 3 prochains jeux, c'est 3 jeux que j'ai eu le temps de moins jouer parce qu'ils sont arrivés très récemment. Il y a fort à parier qu'ils seraient plus haut dans la liste, même si j'avais eu la chance d'y jouer plus souvent. C'est clair. Mais pour le moment, j'ai fait qu'une ou 2 parties de ces jeux-là. Alors, je ne peux pas encore avoir un avis très... je ne peux pas dire complexe, mais je n'ai pas un avis confirmé sur comment je me sens par rapport au jeu, même si je les trouve très bons. Alors, au numéro 7, c'est Woodcraft. Woodcraft, c'est le dernier Vladimir Suki qui nous avait donné Prodigal's Club, Praga, qui nous avait donné Underwater City, tous des jeux bien intéressants. Et il nous revient avec Woodcraft. Les dessins, la thématique sont un peu étranges. Ça a l'air léger. Vous travaillez le bois, mais vous êtes avec des petits elfes dans la forêt, puis vos assistances des elfes, tout le kit. C'est un excellent jeu euro de draft, de draft et de gestion de dés. C'est vraiment bien fait. Alors, vous pourrez coller des dés ensemble. C'est au figuré, là, mais en créant quelque chose de nouveau avec 2 dés. Vous pourrez prendre un dé puis le scier, alors le transformer en 2 dés plus petits. Alors, il y a toutes sortes de mécaniques bien le fun à aller chercher. Puis c'est essentiellement un jeu
Vous allez aller chercher des contrats, remplir des contrats, puis faire des points avec vos contrats. Fait que vous avez d'affaires quand même à essayer d'être productif un peu, mais c'est quand même un jeu super intéressant, Woodcraft. Puis c'est vraiment un auteur de génie. Vladimir Suchý mérite toutes les éloges qu'on peut lui donner. Ses jeux de fois en fois s'améliorent, ses thématiques sont inusitées, sont recherchées ou sont mixées avec des mécaniques qui nous surprennent tout le temps. Alors, on aime bien ça, Woodcraft. Alors, c'était mon numéro 7. Au numéro 6, c'est un auteur dont je n'avais aucun jeu et que c'est vraiment son dernier jeu. C'est mon premier achat de lui, mais c'est pas la première fois que je joue à un jeu de Lacerda. Alors, moi, j'avais surtout joué à The Gallerist. J'aimais bien. Je jouais à The Gallerist en camping, alors ça vous montre à quel point je vais en camping des fois avec des gens qui trippent board game. Mais un excellent jeu de Gallerist. Et ce qui m'a intéressé dans The Weather Machine, son nouveau jeu de Vital Lacerda, c'est qu'il y a des principes similaires, c'est-à-dire qu'il y a juste quelques endroits où vous pouvez faire des actions et c'est à vous de maximiser ce que vous pouvez faire à ces différentes actions-là. Alors, vous avez vraiment à gérer toutes sortes de choses intéressantes, mais vous avez beaucoup de latitude sur vers quoi vous allez commencer, tout ça. Vous ne pourrez pas rien négliger, mais vous ne pourrez absolument pas tout faire. Le jeu est magnifiquement illustré, c'est beau, c'est bien fait. Même les versions qui ne sont pas de luxe, vous allez apprécier la qualité du jeu et de ses composants. Alors, vraiment, c'est un autre jeu, Weather Machine qui est en 6e position, qui serait sûrement plus haut, éventuellement, dans mon choix. Mais comme je n'ai pas encore eu le temps de jouer beaucoup de games, il est en 6e. Au numéro 5, Wayfarers of the South Tigris, qui est juste ici. Wayfarers, c'est le nouveau jeu de Garfield Games. Alors, c'est Sean Phillips et McDonald. Vraiment des auteurs que moi, j'apprécie beaucoup. Je les ai découverts en jouant pour la première fois. C'était le 2e jeu moderne auquel on m'initiait. Les Architectes du Royaume de l'Ouest. J'ai adoré instantanément. Puis c'est vraiment ça qui a fait pencher la balance. C'est un jeu de Garfield Games. Moi, je voulais rien savoir des jeux de société modernes parce que j'avais de mauvaises expériences enfant. Mais Wayfarers, en 5e position, lui aussi, j'ai pas eu la chance de jouer beaucoup de parties encore, mais ça promet. Les mécaniques sont intéressantes. Le niveau de difficulté est assez intéressant aussi. Non pas que c'est très difficile à comprendre, mais il y a beaucoup de façons. À ma première partie, on pensait que ça allait être long. Ça l'a déboulé à un moment donné. Cette partie-là, ça s'est accéléré. Et je pensais être dans la cave et finir dernier, mais j'avais fait des choix qui ont fait que j'ai quand même fait plein de points. Je n'ai pas gagné, mais je me suis dit, ah, OK, il y a de la profondeur dans ce jeu-là, il y a des choses à explorer, il y a des choses à voir. Et c'est vraiment un jeu qui est basé sur 5 marchés de cartes à acquérir, de poses d'ouvriers qui ne vous appartiennent pas. Alors, une fois qu'ils sont partis, vous devez en recruter d'autres. Et vous avez des dés. C'est vraiment de la gestion de dés à part ça, puis de la gestion puis du placement de dés et d'augmenter ce que vos dés sont capables de faire. C'est fait brillamment, c'est fait intelligemment, puis c'est fait dans un contexte historique où ça s'y prête bien. On est des cartographes et des explorateurs sur le Tigre. Alors, c'est un fleuve en Mésopotamie. Alors, c'est vraiment très intéressant. Et les dessins, encore une fois, de Demico sont magnifiques, comme dans le restant des séries du Royaume de l'Ouest, ou avant ça, des Raiders of the North Sea. C'est vraiment, c'est Demico à son meilleur, encore une fois. Alors, c'était mon numéro 5. Alors, un numéro 4 qui m'a posé plein de questions, c'est le jeu de Tiletum. Alors, c'est vraiment un des jeux de la série hantée. Des designers italiens. C'est fait chez Board & Dice. C'est un jeu dont magnifiquement fait. Ça aussi, c'est de la gestion puis du draft de dés. Puis de voir chaque dé va changer. Bon, la couleur des dés est intéressante parce que c'est la ressource. Le nombre d'actions, c'est un côté du dé qui est visible ou invisible, je ne sais plus. Puis l'autre, celui qui est visible ou invisible, l'inverse, c'est vraiment le nombre de ressources que vous allez avoir de la couleur de ce dé-là. Alors, il y a toute une petite rondelle d'action bien intéressante à analyser pour faire ses choix.
une rondelle d'action qui va bouger à chaque tour dans le jeu. Ça aussi, c'est intéressant. Et il y a une map de l'Europe qui est très mal faite. C'est pas intuitif à suivre. Si vous voulez vraiment savoir où devrait être le nom de la ville et jamais exactement où il devrait être. C'est un peu étrange. Mais les autres, c'est une question de graphique, puis pour mettre tous leurs mécanismes de jeu dedans qui ont fait ça. Mais pour l'œil, c'est agaçant un peu. Mais à part ça, là, c'est un bon jeu. C'est un jeu où il faut être opportuniste. Il faut s'arranger pour être au bon endroit pour scorer. Sinon, vous ne scorez pas du tout certaines choses. Puis il y a d'autres façons de scorer en fin de game, d'autres aspects. C'est un peu fiddly. Il y a beaucoup de choses à suivre. Mais en même temps, c'est intéressant au bout de ce jeu-là. Vraiment, là, c'est vraiment un jeu qui mérite toute notre attention si on aime les jeux euro. Tiletum, ça n'a pas passé inaperçu dans mon groupe de jeux. On a bien aimé ça. Puis, on va encore en jouer d'autres parties. Alors, c'est comme un super bon signe. C'était mon numéro 4, Tiletum. Au numéro 3, je suis exactement où vous m'attendez si vous pensez que je vais parler de Mosaic. Mosaic, c'est A Story of Civilization. C'est un autre jeu à thématique de civilisation. Ce n'est pas un vrai jeu de civilisation comme l'entendent les board gamers d'ordinaire. C'est-à-dire que c'est vraiment des mécanismes de jeu à l'allemande. C'est très euro, la façon de faire. Vous avez des cartes à jouer, à aller acheter, des actions à faire. C'est vraiment de la sélection d'actions, ce jeu-là. Et vous avez à avoir des présences, de construire sur le pourtour de la Méditerranée, votre présence de votre peuple, et essayer de développer au maximum. Il y a un aspect comme dans Tiletum où vous devez être présent sur la map. Il y a 3 scorings au cours du jeu, puis ça s'en tient vraiment à ces 3 scorings-là. Puis c'est selon certaines cartes qui vont sortir dans les différents paquets de cartes qu'il y a un peu partout, qui vont les déclencher. Et quand on score, on arrête tout, on score là. Et on regarde où tout le monde est rendu, puis c'est vraiment d'essayer de ne pas se laisser devancer trop par les autres. Puis il y a très peu d'interactions négatives, alors ça se peut des fois que quelqu'un puisse enlever une de vos villes, ça c'est choquant. Mais vous pouvez mettre des militaires, puis jouer à enlever les militaires des autres, puis tout. Mais c'est très minimaliste au niveau de l'interaction négative, il y en a très peu. Mais ça donne beaucoup d'interactions dans le jeu. Et ce que je détestais avant, là, énormément, l'interaction Moi, j'aime pas ça quand je prépare de quoi que les gens viennent tout défaire. Bien, dans les cas-là, ils peuvent pas venir tout défaire. Mais vous avez intérêt à pas les laisser faire, par exemple. Hein, à ne pas les laisser venir construire trop autour de vous, à garder votre présence majoritaire, tu sais, toujours. Alors, c'est vraiment un jeu bien le fun. Il y a des mécaniques là-dedans, c'est fou. Moi, j'ai la petite version ici, là. C'est une grosse boîte, là, assez large, mais il y a une version Big Box, c'est fou raide. Ça vaut plusieurs centaines de dollars, la grosse version. Mais c'est très possible de jouer juste avec celle-là. Très possible. Ça fait aucune différence dans le gameplay. La seule chose, c'est que dans la grosse, bien évidemment, il y a des miniatures, mais c'est des miniatures des personnages qui servent à rien. Ça aurait pu être n'importe quoi. C'est surtout ce qui est intéressant, les miniatures où il y a les villes. On peut différencier plus facilement qu'est-ce qui est une ville, qu'est-ce qui est un village manufacturier ou un village agricole. Ça aide au scoring, alors que pour les tuiles, il faut vraiment être très plus observateur puis regarder vraiment tuile après tuile. OK, c'est bien celle-là, ça compte pas ou ça compte ou pas dans le scoring. Mais Mosaic, un excellent jeu et il est en 3e place dans mon top. Au numéro 2, j'ai Terracotta Army que j'ai juste ici. Terracotta Army, c'est encore une fois, c'est un placement d'ouvriers. C'est un placement d'ouvriers où les placements sont une roulette sur 3 étages et 2 de ces roulettes-là vont bouger en sens inverse d'une coche à chaque tour. En plus, ça vous sera possible, si ça ne vous adonne pas, de payer 2 pièces pour changer une des 2 roulettes à votre propre tour. Alors, il y a beaucoup de choses qui changent dans ce jeu-là. Et vous devrez construire l'armée en terre cuite et la placer dans le mausolée de l'empereur chinois. C'est très bien fait. Certains se plaignent que les petites figurines de les lances sont molles. Je pense qu'ils ne pouvaient pas faire autrement, sinon les lances auraient cassé. Alors, à part ce petit détail-là, il y a un rangement efficace pour les mettre dedans qui permet de savoir quand on la construit, on est rendu à combien de points pour la construire. Il y a la façon de compter les points de majorité dans le mausolée pendant les tours.
c'est-à-dire entre les 5 tours de jeu, et aussi une façon très différente de scorer dans le mausolée, parce que chaque figurine que vous allez construire, vous allez mettre un petit dessous de votre couleur, pour qu'à la fin, on regarde, OK, il y a 4 types différents de statues qu'on pouvait construire. Vous en avez construit un paquet là, un paquet là, un paquet là, mais qui contribue, jusqu'à quelle hauteur? Est-ce qu'il y en a qui ont des façons de briser les majorités? Tout ça, c'est un petit peu plus complexe que la moyenne, mais c'est bien fait. C'est très, 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 très bien fait et vous allez adorer ça. Si vous avez des amis qui ont tendance à faire de la paralysie d'analyse en jouant un jeu, c'est peut-être pas le bon jeu à jouer avec eux. Il y a trop de choix. L'espèce de roulette d'action où vous mettez vos meeples sur 3 étages qui change beaucoup et qu'on peut changer à son tour, ça peut causer de la paralysie chez beaucoup de joueurs. Mais c'est bon, c'est bien fait, c'est bien produit. J'ai revu que des avis étaient très partagés, moi j'ai adoré. Pendant longtemps, je pensais qu'il allait être à mon numéro 1, mais cette année, il est en 2e position, Terracotta Army. En première position, je m'y attendais pas parce que je ne l'ai pas kickstarté, mais j'ai décidé de l'acheter quand il est arrivé en magasin pareil. C'est Endless Winter Paleo Americans. C'est un jeu de placement d'ouvriers, de présence sur une map encore une fois. Mes 3 premiers jeux, il y a cet aspect-là dedans. C'est nouveau cette année pour moi, cette tendance vers ce mécanisme-là de gérer notre présence. Mais il n'y a pas beaucoup... Il n'y a pas beaucoup d'interactions négatives dans les jeux que j'ai choisis à ce niveau-là. Terracotta Army, vous étiez majoritaire, quelqu'un vient mettre une autre statue, ben c'est à vous d'en construire une autre. Arrangez-vous. Vous devez rester majoritaire si vous voulez les points, ben c'est ça qu'il faut faire. Mais ils ne peuvent pas les enlever. Ils peuvent juste construire plus, vous faites de même. C'est la même chose dans Endless Winter. Vous avez des présences sur la map avec vos tentes qui sont vos petits campements. Vous pouvez installer des villages après avoir installé plusieurs campements. Puis entre chaque round de jeu, ces choses-là vont vous donner des points et des bénéfices. Vous avez 4 sections sur le plateau principal pour faire 4 actions avec vos meeples. La première action, vous pouvez la faire autant de fois que vous voulez, surtout que vous pouvez. La deuxième action, vous pouvez la faire qu'une seule fois. Et la dernière action est disponible seulement au premier joueur qui y va. C'est brillamment pensé. C'est très, 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 très brillant. C'est bien fait. On a le goût de vraiment de rejouer à ça, puis de voir c'est quoi les possibilités. Il y a un petit aspect deck building. Vous avez un petit tableau qui débloque des bonus sur lequel vous pouvez ajouter des choses pour avoir plus de bonus entre les manches. C'est bien fait. Et c'est, je le souligne, une collaboration de l'auteur avec Johnny Pac Quentin. Johnny Pac Quentin qui, depuis quelques années, non seulement design des jeux, mais sert de lead developer. Alors, il va faire du développement sur les jeux pour les balancer, pour les améliorer, pour en épurer l'expérience. Alors, tout ce genre de choses-là, c'est un auteur que j'aime bien, mais c'est surtout un gars excellent dans ce qu'il fait. Ce jeu-là, on voit qu'il a été travaillé, retravaillé, on voit que ça a été peaufiné. Puis en bout de ligne, même si ma première explication du jeu, j'ai galéré un peu, j'ai intégré rapidement les icônes, puis toutes les autres fois où j'ai dû expliquer ce jeu-là, où j'ai dû le montrer aux gens, tout le monde a apprécié. Le jeu est bien pensé, le jeu est intelligent, et vraiment, c'est un bon aspect de deck building, de placement d'ouvriers, de présence sur une map, de déclenchement de bonus de toutes sortes. Il y a vraiment de tout dans ce jeu-là et c'est vraiment pour cette raison-là que c'est mon numéro 1 cette année. C'est un excellent combo de toutes les choses que j'aime dans un jeu. Alors, ceux qui ont joué à Dune Imperium, vous allez reconnaître un petit peu certaines mécaniques de jeu parce qu'il ne faut pas jouer toutes ces cartes. Vous pouvez en garder pour la fin, de notre tour évidemment. Alors, ce jeu-là, il est venu vraiment chercher quelque chose chez moi. Et encore une fois, c'est des dessins de Demiko, un artiste extraordinaire. Dans ce jeu-là, je pense que Demiko a atteint de nouveaux sommets. C'est vraiment... les illustrations de ce jeu-là sont magnifiques.
elles viennent renforcer l'idée que la vie n'est pas facile au Paléolithique, que les personnages ont des traits de caractère bien à eux. Il fait souvent des bouilles très intéressantes à ces personnages et c'est très, très, très visible dans The Endless Winter. Alors, mon numéro 1 cette année, finalement, c'est Endless Winter Paleo Americans. Alors là, un top 10-ish de jeux de société pour 2022. Ça a été une année très, très riche en jeux. On aurait pu noter tout plein d'autres choses. Dans les tout petits jeux, il vient de sortir Sea Salt and Paper de Bruno Catala, qui est intéressant. Ceux qui n'ont pas encore joué à Scout, je vous le recommande fortement. Ça vaut la peine. Alors, il y a plein de petits jeux comme ça qui valent la peine, d'être découverts cette année. L'année, pour moi, achève. On est le 30 aujourd'hui. Alors, le 30, fait que je vais en profiter pour vous souhaiter une excellente année. Je vais en profiter pour vous inviter à vous abonner à la chaîne. De parler de la chaîne, on essaie de développer un petit peu la chaîne, de lui trouver un public un petit peu plus large. Vous savez qu'on fait d'ordinaire essentiellement des rangements de jeux à l'atelier du Meeple, mais depuis quelques mois, on commence à vous donner un peu plus notre avis. Alors, on essaie de voir nos premières impressions de certains jeux, alors pour vous donner le goût d'y jouer puis de les essayer. Puis on vous donne aussi, une fois de temps en temps, un petit top parce que vous haïssez pas ça, savoir quel jeu on aime jouer puis pourquoi on aime ces jeux-là ou pas. Alors, je vous souhaite une bonne année. En attendant, abonnez-vous. Et vous n'hésitez pas, si vous avez des commentaires, vous les laissez. Vous pouvez me dire dans les commentaires, d'ailleurs, c'est quoi votre jeu préféré de l'année 2022. Je suis bien curieux de savoir ce que vous avez choisi. On se revoit la prochaine fois. Amusez-vous.